Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bashiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinet-Jem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bashiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd,
exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les deux côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et si un objet mystérieux gravé dans la pierre antique n'était pas que symbolique, mais quelque chose que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui ? À travers de multiples civilisations anciennes, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, les archéologues retrouvent le même objet étrange. Cet objet ressemble étrangement à un petit sac muni d'une poignée, et ce qui est le plus surprenant est la constance de son design, quel que soit l'endroit où il finit par apparaître. Les exemples les plus célèbres proviennent de la Mésopotamie antique, surtout des civilisations sumériennes et plus tard assyriennes, qui remontent à une époque de plus de 3000 ans. Dans des reliefs en pierre détaillés, des figures humaines et des êtres ailés sont représentés tenant un petit objet en forme de seau avec une poignée bien définie. Ces figures sont souvent identifiées comme des apkalus, des êtres mythologiques associés à la sagesse et aux pratiques rituelles. Dans de nombreux cas,
Ils sont représentés à côté d'arbres sacrés, accomplissant ce qui semble être des actes cérémoniels. L'objet lui-même est presque toujours représenté de la même manière. Il a une structure rigide, une base plate et une poignée incurvée qui tient parfaitement dans une main. Ce niveau de cohérence est inhabituel pour l'art symbolique, où les formes varient souvent selon l'artiste ou l'époque. Ici, les proportions restent presque identiques d'une gravure à l'autre, suggérant que l'objet avait une forme spécifique et reconnaissable. Dans de très nombreuses scènes, le sac est visible avec un autre objet, qui ressemble étrangement à une pomme de pin. Les chercheurs pensent que cette combinaison pourrait représenter une pratique rituelle, impliquant peut-être l'aspersion d'eau ou d'huile. D'après les textes anciens, l'explication la plus acceptée est que ces objets étaient des récipients de cérémonie, parfois décrits comme des seaux rituels de purification. Mais cette explication commence à s'effondrer lorsque des formes similaires apparaissent en dehors de la Mésopotamie. À Göbekli Tepe, l'un des plus anciens sites archéologiques au monde, datant de plus de 11 000 ans, les gravures incluent des symboles qui ressemblent de près à ce même sac. C'est des milliers d'années plus vieux que la civilisation sumérienne. Plus surprenant encore, des formes similaires ont été identifiées dans les cultures mésoaméricaines, notamment dans les premières gravures olmèques. Ces civilisations se sont développées indépendamment, sans aucun contact confirmé entre elles. Pourtant, l'objet est d'une ressemblance frappante. Cela soulève une question difficile. Pourquoi des cultures totalement distinctes représenteraient-elles des objets presque identiques? Une explication est la convergence symbolique où différentes civilisations créent indépendamment des symboles similaires pour représenter la même idée. Un récipient contenant quelque chose d'important ou de sacré est un concept qui a pu émerger en plusieurs lieux. Mais la précision de sa conception rend cette idée plus difficile à accepter pleinement. L'objet n'a pas seulement l'air symbolique, il semble fonctionnel. La poignée est proportionnée d'une manière qui suggère qu'il était destiné à être porté. La base semble stable, comme s'il pouvait être posé sur une surface. La conception globale ressemble plus à un objet réel qu'à un symbole abstrait. Cela a conduit certains chercheurs à se demander s'il ne nous manque pas une partie du tableau. Des théories plus spéculatives suggèrent que l'objet pourrait représenter une technologie perdue ou des outils disparus. D'autres pensent qu'il pourrait symboliser le savoir, le pouvoir ou une sorte de transfert entre l'humain et le divin. Cependant, il n'existe aucune preuve physique pour étayer ces idées. Aucun objet réel correspondant exactement à ce modèle n'a jamais été retrouvé. Et ce détail est important. S'il s'agissait d'outils courants, on s'attendrait à en trouver au moins un exemplaire survivant. Le fait qu'on ne les voit que sur des gravures suggère qu'ils étaient peut-être cérémoniels, rares, ou même des représentations symboliques de quelque chose qui n'était pas destiné à être conservé physiquement. Un autre détail clé est de savoir qui les tient. Dans presque tous les exemples, l'objet est porté par des figures importantes ou mythologiques, et non par des gens ordinaires. Cela suggère qu'il avait une signification ou un rôle spécifique, peut-être lié au statut, à l'autorité rituelle ou à la pratique religieuse. Aujourd'hui, l'explication la plus acceptée reste qu'il s'agissait d'objets rituels utilisés lors de cérémonies. Mais cela n'explique pas totalement la constance de leur conception ni leur apparition dans différentes cultures et époques. Le sac sumérien reste l'un de ces rares cas en archéologie où l'objet est clairement visible, largement documenté et pourtant pas encore totalement compris. Il n'est ni caché ni obscur. Il apparaît dans certains des sites les plus étudiés au monde. Et pourtant, il n'existe toujours pas d'explication unique qui rende compte de toutes les preuves. Parfois, le mystère ne réside pas dans ce que nous ne pouvons pas voir, mais dans ce que nous voyons trop souvent sans le comprendre pleinement. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles.
découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovation à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons.
Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Il y a 1000 ans, près de l'actuel St. Louis, dans le Missouri, se trouvait une ville animée et dynamique appelée Cahokia. C'était une ville amérindienne, la plus grande et la plus influente de la culture mississippienne. À son apogée vers 1050 avant notre ère, Cahokia abritait jusqu'à 30 000 personnes,
ce qui en faisait une ville plus grande que Paris à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cahokia n'avait pas de grand marché. Habituellement, le commerce était le pilier de toute grande ville, et pourtant celle-ci suscite l'intérêt des archéologues. C'est parce que Cahokia ne se consacrait pas au commerce. C'était une question de culture, de communauté et de fêtes. Les habitants y organisaient d'immenses fêtes qui duraient plusieurs jours. La caractéristique la plus grandiose de la ville était sa place de 50 acres, entourée de pyramides de terre impressionnantes. Cet espace immense pouvait accueillir plus de 10 000 personnes. Imaginez-les toutes réunies là-bas pour des festivités, dansant, buvant des cafés et des thés, festoyant de viande de cerf et pariant sur des sports. Les événements étaient extrêmement animés. Les Cahokiens portaient des costumes impressionnants, coiffaient leurs cheveux de manière intéressante et décoraient leur corps de tatouages. Les athlètes jouaient à un jeu appelé Chunky, où ils lançaient des lances sur un disque de pierre roulant, en compétition pour s'en approcher le plus possible. Le rugissement de la foule emplissait l'air, et les artistes démontraient leur talent. Ces célébrations étaient aussi sauvages qu'elles ont laissé des traces dans l'histoire. Après la fin des fêtes, les Cahokiens nettoyaient en jetant les restes dans des fosses. Les archéologues ont découvert ces fosses à déchets et elles étaient remplies de restes alimentaires et de poteries. Une seule fosse contenait les restes de 2000 cerfs, et cela provenant d'un seul événement. Ils ont également trouvé des traces de oud yopon, une plante caféinée qui était échangée depuis des centaines de kilomètres. Cela montre à quel point les Cahokiens mettaient du soin et de la réflexion dans leurs célébrations. Aimeriez-vous vivre dans une ville comme celle-ci? Mais outre les plaisirs et les jeux, Cahokia était aussi profondément complexe et spirituel. La ville était construite sur un paysage qui mêlait terres sèches et zones marécageuses. Beaucoup de gens croyaient que cela symbolisait la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants de Cahokia voyaient leur ville comme un pont entre ces deux royaumes. Ils ont construit des monticules de terre, à la fois pour des cérémonies et des rituels, et comme support de construction. Ces monticules s'élevaient des zones marécageuses. Pendant ce temps, les gens s'installaient dans les endroits plus secs. Des chemins surélevés reliaient ces quartiers, créant un lien physique entre la vie et la mort. N'est-ce pas triste que certaines métropoles anciennes, qui rivalisaient en taille avec les villes modernes, aient simplement disparu? L'histoire de Cahokia s'est terminée en silence vers 1350 de notre ère, lorsque la ville a été abandonnée. Tout cela à cause de changements environnementaux et climatiques, d'inondations et d'autres problèmes. Mais l'influence de Cahokia était si grande qu'elle s'est étendue à des endroits éloignés. Certaines de leurs traditions, comme le Chunky et le thé yopon, ont survécu dans les communautés autochtones jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cahokia est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas la seule mégalopole que nous avons perdue. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la vallée de l'Indus ont construit certaines des premières villes du monde. Mohenjo-Daro était une ancienne ville située dans l'actuel Pakistan. La ville a été construite vers 2500 avant notre ère, et à cette époque, elle était un centre florissant de la civilisation de l'Indus. Bien sûr, elle était bien plus petite que les villes modernes, mais elle était assez grande pour l'époque, environ 40 000 habitants. Il semble que les habitants étaient des gens extrêmement stricts et disciplinés. La planification et l'organisation de la ville étaient incroyables. Elle était aménagée selon un schéma en grille. Les rues et les bâtiments importants étaient alignés selon l'axe nord-sud, probablement pour correspondre au mouvement du soleil et de la lune. Ils ont également construit l'un des systèmes les plus avancés de gestion de l'eau et des déchets de leur époque. La ville comptait environ 700 puits. Presque chaque maison avait son propre puits. La plupart des habitations avaient également des salles de bain privées, avec des systèmes de drainage et même des égouts souterrains. Cela montre à quel point ces personnes étaient compétentes pour rester propres. Et avec toute cette discipline, il semble qu'il n'y ait pas eu de roi, reine ou même de gouvernement central. Ils pouvaient encore avoir une certaine autorité, comme des élites locales ou des responsables élus, mais pas une monarchie stricte classique ni une religion.
Au lieu de cela, les gens là-bas se soucièrent de la simplicité et de l'ordre. Ils se géraient eux-mêmes en ayant des méthodes standardisées pour faire les choses, depuis la fabrication des outils et de la poterie jusqu'à la façon dont ils commerçaient. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres villes, Mohenjo-Daro n'avait pas de grands palais, temples ou monuments. À la place, ils avaient des zones publiques appelées citadelles. Les gens se réunissaient dans les citadelles pour des rituels, des réunions et le stockage de céréales. Et il semble que ce mode de vie ait parfaitement fonctionné. Les scientifiques ont trouvé des seaux et des poids, ce qui signifie que l'économie était bien régulée. Les archéologues ont découvert des artefacts complexes tels que l'ivoire, le lapis-lazuli, les perles de cornaline et les bijoux en or. Une autre découverte célèbre est la petite statue en bronze, connue sous le nom de danseuse, qui a été découverte en 1926. Mohenjo-Daro n'était pas du tout pauvre. Et ils ont également réalisé des bâtiments impressionnants. Rester propre était manifestement bien plus important pour eux que des démonstrations de richesse ou de pouvoir. Ainsi, ils ont créé le Grand Bain, l'une des structures les plus célèbres de la ville. C'est une grande piscine étanche, construite avec des briques cuites, perchée sur un monticule de terre, ressemblant presque à un lieu religieux, le plus proche qu'ils avaient d'un temple. Pendant ce temps, la ville elle-même a été construite sur une série de monticules. Ils ont grandi au fil des siècles, à mesure que les gens ajoutèrent de nouvelles maisons et structures. Pourquoi la ville est-elle tombée? Personne ne le sait vraiment. Il y a quelque chose de mystérieux à propos des sculptures que les archéologues ont découvertes. Beaucoup d'entre elles semblent avoir été intentionnellement brisées. Cela signifie que les habitants ultérieurs de la ville, peut-être des envahisseurs ou autres, les ont détruites pour une raison quelconque. Certains scientifiques pensent que le fleuve Indus a peut-être changé de cours, perturbant ainsi l'agriculture et le commerce. Mais il n'y a aucune preuve d'une inondation ou d'un quelconque grand événement de ce genre. Il semble simplement qu'avec le temps, l'ensemble de la civilisation de l'Indus s'est peu à peu estompé. Vers 1900 avant notre ère, la culture avait évolué et n'avait pas laissé grand-chose derrière elle. Laissez-moi vous parler de l'ancienne ville de Kos, qui rime avec Klo, située là où se trouve aujourd'hui la ville moderne de Kos en Grèce. Imaginez arriver par la mer, et la première chose qui vous frappe est la grandeur immense de son agora, cette vaste place publique construite avec des pierres de différentes couleurs, agencée sur des terrasses qui s'élèvent au-dessus de vous. C'était l'une des plus grandes du monde antique, et elle faisait forte impression sur quiconque approchait de la ville. Cet endroit a une riche histoire remontant à environ 223 avant notre ère. Il y a longtemps, les habitants locaux se sont rassemblés de différentes parties de l'île pour former une nouvelle ville dans le nord-est. Des gens y ont vécu depuis l'âge du bronze, et avec le temps, elle est devenue un centre d'une importance capitale pour la culture et le commerce. Et pas étonnant, puisqu'il se trouve juste à côté d'un port naturel. Le port était abrité par 2 brise-lames, et les gens y ont construit certains des sites religieux les plus importants, y compris les sanctuaires d'Aphrodite et d'Héraclès. Kos n'était pas seulement belle, cependant, elle avait un design brillant. Toute la ville était disposée en une grille ordonnée, avec des rues se croisant à des angles droits parfaits, ressemblant littéralement presque à une ville moderne. Grâce à cela, se déplacer était super facile, et les blocs, ou insulae, étaient assez grands pour contenir plusieurs grandes maisons. Kos est restée largement inchangée jusqu'au VIe siècle de notre ère. Au fil du temps, elle a commencé à rétrécir progressivement, confinée à l'intérieur des murs de ce qui est maintenant le quartier de Kora. Palmyre était une ancienne ville construite autour d'une belle oasis à un moment donné au cours du 3e millénaire avant notre ère. Initialement connue sous le nom de Tadmor, cette ville a prospéré en tant qu'étape majeure sur la route de la soie, reliant le Proche-Orient à l'Asie. C'était un centre florissant de commerce et de culture. Ils avaient un marché, des bâtiments d'assemblée, des portes grandioses. En d'autres termes, cet endroit foisonnait de vie. La ville est passée entre de nombreuses mains au cours de son histoire. Des Byzantins aux califats arabes. C'est probablement pour cela qu'elle possédait une architecture impressionnante. Un mélange intéressant d'influences gréco-romaines, perses et arabes. Le temple de Bel, la grande colonnade et un théâtre de style romain.
Mais comme tous les autres, il s'est détérioré avec le temps. L'importance de Palmyre a diminué, et au début des années 1400, elle avait été largement détruite. Mais au moins, ces ruines sont restées. À présent, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez ce qui est encore plus cool que les formes d'art anciennes? Les formes d'art très anciennes et effrayantes. L'une d'elles a été découverte dans une grotte en Indonésie. Sur la paroi, il y avait un étrange dessin réalisé il y a environ 67 800 ans. Ce qui est aussi étrange, c'est que les gens dessinaient déjà à une époque aussi reculée. Les scientifiques pensaient que le besoin de créativité était apparu bien plus tard. Mais entrons dans cette grotte pour examiner cette œuvre de plus près. Les scientifiques ont découvert une image étrange sur l'île tropicale de Muna, au large de la côte sud-est de Sulawesi. Ici se trouve une grotte que les habitants appellent Liang Metaduno. On pourrait qualifier cet endroit de véritable exposition d'art ancien. Des silhouettes humaines, des bateaux avec des passagers, des cavaliers et d'autres dessins inhabituels ont été peints ici avec des pigments rouges, bruns et noirs. Mais récemment, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'encore plus ancien et plus étrange. Toutes les images de cette grotte ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années. Cependant, le dessin récemment découvert s'est avéré vieux de plus de 67 000 ans. Ainsi, au plafond, à côté d'un dessin brun représentant un poulet, les spécialistes ont découvert deux mains. L'une d'elles avait un doigt pointu ressemblant à une griffe animale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les scientifiques pensent que l'auteur a voulu exprimer le lien entre l'humain et l'animal. Mais le simple fait de dessiner une telle main est aussi surprenant. D'habitude, dans les peintures rupestres, on voit des petites silhouettes humaines ou des animaux. Mais ici, l'auteur a décidé de tracer le contour de sa propre main et d'y ajouter une griffe. Cette œuvre montre l'intention de l'artiste. Il a représenté quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que son imagination a inventé, et il l'a exprimé. Que voulait-il transmettre et que ressentait-il à ce moment-là? Peut-être a-t-il connu les affres de la création? Peut-être qu'après avoir terminé son dessin, il a appelé ses amis pour venir l'évaluer. Imaginez des foules d'hommes des cavernes se rendant à une exposition où un artiste célèbre a créé une nouvelle œuvre. Tout le monde admire la main griffue, applaudit et donne sa propre interprétation de l'image. Dans notre esprit, on a souvent l'impression qu'autrefois, les gens étaient des sauvages qui comprenaient très peu de choses. Mais et s'ils n'étaient pas si différents de nous? Eux aussi aimaient l'art. Ils se mettaient en colère, ils ressentaient l'envie, la tristesse et éprouvaient les mêmes émotions. Ils vivaient comme nous, mais sans la technologie. Les vestiges archéologiques comme celui-ci nous aident vraiment à mieux comprendre le développement de l'humanité. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils qu'il s'agissait d'abord d'un pochoir de mains humaines? Peut-être que c'était une sorte de créature, comme un yéti, et que ses mains ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Les spécialistes disent que les empreintes de mains étaient peut-être liées à des rituels pour éloigner le malheur. Et si l'auteur avait tenté de chasser la malchance avec sa main et y avait ajouté une griffe pour la rendre plus effrayante? De manière générale, après cette découverte en Malaisie, les chercheurs ont remis en question la vision eurocentrique de l'intelligence des peuples anciens. Pendant longtemps, le monde scientifique a cru que les capacités cognitives de l'homme moderne avaient commencé à se développer lorsque des populations ont migré vers l'Europe occidentale. Mais désormais, au vu de ce qui a été trouvé sur l'île de Muna, le développement de l'humanité a pu se produire indépendamment dans différentes régions de la planète. Cette découverte complète parfaitement une autre collection de peintures rupestres en Indonésie. En 2019, des scientifiques ont découvert des représentations de silhouettes humaines, avec des têtes et des queues d'animaux. Ces étranges créatures chassaient des phacochères et des buffles nains endémiques. Peut-être que les auteurs s'imaginaient comme ces êtres mi-animaux, mi-humains, et voulaient se donner l'apparence d'animaux. Ces dessins datent d'environ 51 000 ans. La main griffue a environ 67 800 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'art rupestre au monde. Passons maintenant à une époque plus récente, le XVe siècle. À cette époque, de nombreuses œuvres d'art avaient déjà été créées, et beaucoup de livres avaient été écrits. Mais il existe un objet qui reste l'un des plus mystérieux, et même des plus inquiétants, jamais réalisé. C'est le manuscrit de Voynich. De l'extérieur, il ressemble à un petit livre rempli de dessins de plantes variées, de fleurs, d'images astronomiques et de personnages. Toutes ces illustrations sont accompagnées de commentaires détaillés de l'auteur. Tout semble assez normal pour un livre des années 1400.
Mais vous savez quel est le problème? La langue dans laquelle le livre est écrit reste inconnue. Les dessins sur ces pages représentent aussi des plantes inconnues. On y trouve des motifs étranges, des formules et des images mystérieuses de personnages. Tout cela ressemble à une sorte de grimoire. Ça pourrait aussi être l'encyclopédie d'un monde parallèle. Ou un manuel de fabrication de potions. Mais comment est-il possible qu'avec toute notre technologie moderne, nous n'ayons toujours pas déchiffré cette langue ni ces images? Qui était l'auteur? Que voulait-il nous dire? Et qui était ce Voynich exactement? Un marchand de livres et antiquaire du nom de Wilfried Voynich a découvert ce manuscrit dans un monastère italien en 1912 et l'a aussitôt ajouté à sa collection. Le contenu étrange du livre a vite attiré l'attention des scientifiques. Pendant des décennies, historiens, linguistes, programmeurs et autres spécialistes ont tenté de comprendre ce qui était écrit sur ces pages, mais personne n'y est parvenu. Bien sûr, il y a eu des théories. Certains scientifiques pensaient que c'était écrit en hébreu. Des botanistes ont suggéré que la langue... D'un côté, il pourrait s'agir d'une langue inconnue qui a disparu. De l'autre, ce pourrait être une sorte de code. Mais qui était l'auteur? Certaines théories attribuent le manuscrit au philosophe et scientifique anglais Roger Bacon. D'autres étaient convaincus que l'œuvre appartenait à Léonard de Vinci, mais rien ne l'a confirmé. La théorie la plus plausible avance que le manuscrit a été rédigé dans une langue disparue, autrefois parlée en Méditerranée au Moyen-Âge. Les gens la parlaient, mais ne l'utilisaient pas dans les documents officiels ou importants. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une langue oubliée du Moyen-Orient ou d'Asie. Bon, admettons que ce soit vrai, et que le livre soit écrit dans une langue que tout le monde a oubliée. Mais qu'en est-il de ces étranges dessins? Les plantes, les images astronomiques, les motifs inhabituels, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une grande encyclopédie sur la pharmacie, la nature et l'espace, un traité sur le monde naturel, ou quelque chose dans ce genre. On peut bâtir plein de théories et d'hypothèses, mais vous savez ce qui est vraiment génial? Vous pouvez essayer de résoudre le mystère de ce livre étrange par vous-même. L'intégralité du manuscrit de Voynich a été numérisée en haute qualité et publiée en ligne. Essayez de le déchiffrer et écrivez en commentaire ce que vous avez réussi à découvrir. Notre prochain artefact archéologique est encore plus étrange que le précédent. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs japonais ont jeté un filet dans la mer et en ont sorti une sirène momifiée. Bien sûr, officiellement, ce n'était pas une vraie sirène, mais elle avait l'air très réaliste et même effrayante. Pendant longtemps, cette trouvaille a été conservée dans un musée et considérée comme un objet sacré. Mais, et si c'était vraiment une sorte de sirène? Et si, jadis, un peuple aquatique avait vécu dans l'océan? Pour vérifier ces théories, les scientifiques ont analysé la trouvaille et déterminé que l'objet était artificiel. Quelqu'un de talentueux avait utilisé des os, la peau d'un poisson globe et de la fourrure animale pour créer cette figure grotesque. Mais ce n'était pas une simple sculpture. Selon les spécialistes, c'était un talisman censé offrir une longue vie à son propriétaire. Terminons notre récit par quelque chose de vraiment effrayant et sinistre. Vous savez sans doute qu'il y a des siècles, les Européens croyaient aux vampires. Oui, on trouve de nombreux livres et documents historiques à leur sujet, mais tout semble relever de la légende. Pourtant, il y a quelques années, des archéologues ont découvert des preuves assez glaçantes que les gens croyaient. Les spécialistes ont trouvé en Pologne une sépulture vieille de plus de 400 ans. Elle contenait le squelette d'une jeune femme. Une faucille avait été placée en travers de son cou et un cadenas avait été fixé au gros orteil de son pied gauche. Les scientifiques ont supposé que les habitants craignaient que cette femme ne devienne un vampire et ne sorte de sa tombe. Alors, par précaution, ils ont ajouté ces objets à son corps. Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir, mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant,
les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles, une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Chaak, le premier roi connu de Caracol. On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Chaak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Chaak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau. Et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens Mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison, il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les Mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Chaak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne sait pas bien nettoyer les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain étaient souvent représentées sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Chaak la première jamais découverte à Caracol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Caracol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Caracol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Caracol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées
ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekabshak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Karakol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille, trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Karakol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tekabshak, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée, c'est qu'une fois refermée, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Karakol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Chak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient comment enterrer un roi. Karakol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant, et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment, on continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord ? Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas ? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque ? Merci. Vous remarquez ces trous ? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant. Cela semble logique, n'est-ce pas ? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas.
D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg, portant le poids total du masque à 10 kg. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore. Et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère, probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisaient partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme. De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour, il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de 2 portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau?
Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait. Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement. Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII, mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante sans rapport avec le sexe de cette dernière ». Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères.
Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé Château de Corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de Corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de Corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de Corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de Corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine.
Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, On vient de ramener à la vie un animal disparu. Imaginez entendre un son qui n'a pas existé sur Terre depuis 10 000 ans. Un hurlement profond résonnant dans une vallée gelée. Un son disparu bien avant les pyramides, avant les villes, avant l'histoire écrite. Pour la première fois, on pourrait ramener des traits d'animaux disparus il y a des millénaires. Pas par magie, ni en clonant des dinosaures comme dans Jurassic Park, mais par quelque chose de plus étrange. Réécrire l'ADN d'animaux vivants avec le code génétique des morts. L'une des espèces souvent mentionnées dans ce débat est le loup sinistre, un prédateur massif disparu il y a environ 10 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire. Il ressemblait à un loup, mais plus gros, plus lourd, bâti pour chasser la mégafaune. Et maintenant, les scientifiques posent une question qui semblait impossible il y a peu. Et si l'extinction n'était pas toujours définitive ? Pendant longtemps, l'extinction signifiait la fin absolue d'une espèce. Une fois le dernier individu mort, c'était fini. Les instructions génétiques de l'animal, des milliards de lettres d'ADN, se sont dégradées. Il ne restait que des os, des fossiles et parfois des fragments d'ADN piégés dans la glace. Mais depuis 20 ans, les scientifiques ont créé des outils pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent lire l'ADN ancien, et pas seulement de petits morceaux. Il arrive parfois que les chercheurs reconstituent entièrement des génomes presque complets d'animaux disparus, morts il y a de cela des dizaines de millénaires. L'un des exemples les plus célèbres est le mammouth laineux. Des restes de mammouths gelés dans le pergélisol arctique sont si bien conservés qu'on peut en extraire beaucoup d'ADN. Pour vous donner une idée, le génome d'un mammouth contient environ 4 milliards de lettres d'ADN. C'est à peu près la même quantité d'informations génétiques que chez l'humain. Reconstituer ce génome, c'est comme assembler une encyclopédie passée à la déchiqueteuse. Sauf que les pages sont gelées dans des os enfouis sous la glace depuis 10 000 ans. Mais lire l'ADN n'est que le début. Le vrai défi est de transformer ces données en un organisme vivant. C'est là que la biotechnologie moderne entre en scène. Au lieu de cloner un mammouth directement, ce qui est impossible, les scientifiques utilisent une autre stratégie. Ils comparent le génome de l'animal disparu avec celui de son plus proche parent vivant. Dans le cas du mammouth, ce parent est l'éléphant d'Asie. Les deux espèces sont étonnamment similaires. Leur ADN est rigoureusement identique à plus de 99,6%. Les gènes des traits caractéristiques du mammouth, comme sa fourrure épaisse ou son sang résistant au froid, se trouvent en réalité dissimulés dans une petite poignée de gènes seulement. Les scientifiques identifient ces gènes et, avec CRISPR, peuvent insérer ces traits dans l'ADN d'éléphant. Le résultat ne serait pas un mammouth parfait. Il s'agirait plutôt d'un éléphant aux allures de mammouth, un animal doté de certaines adaptations biologiques clés de l'espèce disparue. Selon le processus de déextinction décrit par les chercheurs travaillant sur la restauration du mammouth, le travail suit plusieurs étapes. D'abord, les scientifiques collectent de l'ADN de mammouth sur des restes gelés trouvés dans des endroits comme la Sibérie et l'Alaska. Ensuite, ils séquencent plusieurs génomes de mammouth pour comprendre quels gènes contrôlaient les traits d'adaptation au froid.
Puis ces gènes sont insérés dans des cellules d'éléphants en utilisant la technologie CRISPR. Si ces cellules modifiées se développent avec succès en embryon, ils pourraient grandir dans des mères porteuses éléphants ou des systèmes d'utérus artificiels. Si tout fonctionne, le résultat pourrait être des animaux capables de survivre dans des environnements où les mammouths vivaient autrefois. Mais pourquoi tenter quelque chose d'aussi compliqué en premier lieu? Une partie de la réponse réside dans la science du climat. Pendant l'ère glaciaire, les mammouths n'étaient pas juste de grands animaux errants dans la toundra, c'était des ingénieurs de l'écosystème. Imaginez des millions d'herbivores géants se déplaçant à travers le nord de l'Eurasie. Chaque mammouth pouvait peser 6 tonnes, soit environ le poids d'un gros camion. En se déplaçant, ils abattaient des arbres, piétinaient la neige et broutaient la végétation. Sur des millénaires, cette activité constante a aidé à maintenir de vastes prairies appelées la steppe à mammouth. À son apogée, cet écosystème s'étendait sur une zone plus vaste que les États-Unis actuels, et il a pu jouer un rôle clé dans la régulation du climat arctique. Aujourd'hui, le pergélisol arctique stocke énormément de carbone, environ 1600 milliards de tonnes métriques. C'est environ 2 fois plus de carbone qu'il n'en existe actuellement dans l'atmosphère terrestre. Si ce sol gelé fond, des quantités massives de gaz à effet de serre pourraient être libérées. Certains scientifiques pensent que les grands herbivores pourraient aider à ralentir ce processus. En piétinant la neige et en favorisant les prairies, ils pourraient aider à garder le sol plus froid. En d'autres termes, ramener des animaux de type mammouth pourrait non seulement recréer une espèce disparue, mais aussi stabiliser tout l'écosystème arctique, du moins en théorie. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est une bonne idée. L'introduction d'animaux génétiquement modifiés dans les écosystèmes modernes soulève de nombreuses questions. Par exemple, que se passe-t-il si ces animaux se comportent différemment de ce qui est prévu? Ou s'ils se reproduisent plus vite que ce que l'écosystème peut supporter? Ou s'ils propagent des maladies à la faune existante? Même de petits changements écologiques peuvent avoir des effets en cascade. Par exemple, quand les loups ont été réintroduits à Yellowstone dans les années 1990, tout l'écosystème a changé, des cerfs aux cours d'eau. Maintenant, imaginez introduire des animaux qui n'ont pas existé depuis 10 000 ans. Les conséquences écologiques pourraient être imprévisibles. Il y a aussi une autre préoccupation dont les scientifiques discutent souvent. C'est ce qu'on appelle parfois le risque moral de la déextinction. L'idée est simple. Si les gens commencent à croire que les espèces éteintes peuvent toujours être ramenées plus tard, ils pourraient se sentir moins pressés de protéger les espèces menacées aujourd'hui. Pourquoi s'inquiéter de l'extinction si la science peut l'inverser? Cependant, des études examinant les attitudes du public suggèrent que la situation pourrait être plus complexe. Le simple fait de connaître la déextinction ne rend pas nécessairement les gens plus à l'aise avec la disparition des espèces. Mais les scientifiques soulignent tout de même un point important. La déextinction ne peut pas vraiment inverser l'extinction. Même avec l'édition génétique avancée, recréer une espèce identique est extrêmement improbable. Ce que les scientifiques peuvent créer, ce sont des approximations génétiques, des animaux qui ressemblent à des espèces éteintes et peuvent jouer des rôles écologiques similaires, mais ce ne sont pas des copies parfaites du passé. Et pourtant, les technologies développées pour la déextinction pourraient tout de même avoir une valeur énorme. Les mêmes outils génétiques pourraient aider les scientifiques à protéger les animaux en danger aujourd'hui. Par exemple, l'édition génétique pourrait potentiellement accroître la diversité génétique dans les petites populations ou aider les espèces à s'adapter au changement climatique. En d'autres termes, le véritable héritage de la déextinction ne sera peut-être pas de ressusciter des espèces disparues, ce sera peut-être de prévenir de futures extinctions. Pendant des milliers d'années, l'extinction a semblé être une porte à sens unique. Une fois franchie, il n'y avait plus de retour possible. Mais la biotechnologie moderne remet en cause cette idée. Les scientifiques ne ramènent pas les animaux de l'ère glaciaire à l'identique, mais pour la première fois, nous pourrions restaurer leur biologie et les écosystèmes qu'ils ont façonnés. Cela nous laisse face à une question inédite pour l'humanité. Si l'on peut inverser partiellement l'extinction, quelle prudence devrions-nous alors adopter ? Il y a des milliers d'années, le désert du Sahara était une vallée verdoyante avec des rivières, des lacs, des fleurs, divers animaux et des gens qui possédaient un ADN différent. Ce n'étaient pas des visiteurs d'une autre planète, ni une espèce inconnue et distincte. En réalité, ils étaient tout à fait normaux. Mais leur code génétique a bouleversé la compréhension des scientifiques sur le développement de la civilisation humaine. Ça peut sembler un peu déroutant, mais commençons par le début. Parmi les dunes infinies du Sahara, il existe un petit abri rocheux où les voyageurs peuvent se protéger du soleil brûlant. Cet endroit s'appelle Takachor.
Récemment, il est devenu célèbre car des scientifiques y ont trouvé 2 momies ayant vécu il y a environ 7000 ans. À cette époque, en Chine, les gens apprenaient à domestiquer les porcs. En Égypte, des peintures aux motifs géométriques apparaissaient. Presque partout dans le monde, les gens développaient l'agriculture. Mais que se passait-il au Sahara? Les scientifiques ont analysé des fragments d'ADN des momies ainsi que d'autres artefacts trouvés dans la grotte. Ils ont découvert que les corps appartenaient à des femmes pasteurs. Elles vivaient à une époque où le célèbre désert était connu sous le nom de Sahara vert, en raison de son climat humide et de sa végétation abondante. Ces momies appartenaient à un groupe de personnes d'origine inconnue. Leur ADN ne contenait pas les gènes typiquement présents chez les populations vivant dans cette région. En fait, leur génome ne ressemblait à aucune autre lignée génétique connue. Il devait certainement y avoir des parents de ces gens vivant dans d'autres régions. Un code génétique similaire a été trouvé dans les restes de chasseurs-cueilleurs de la grotte de Taforalt, située au Maroc. L'ADN des gens de ces 2 grottes était tout aussi distinct de celui des populations vivant dans la partie sud du Sahara. Puisque leur ADN ne ressemblait pas aux autres génomes de la région, cette tribu devait vivre de manière assez isolée. Ils n'acceptaient probablement pas les étrangers et ne se déplaçaient pas d'un endroit à l'autre. Ils n'en avaient tout simplement pas besoin puisque le Sahara vert avait tout le nécessaire pour vivre. Un bon climat, de l'eau et de la nourriture. Ces gens de Takachor vivaient au sein de leur propre communauté, comme s'ils étaient séparés de tous les autres. Mais alors, comment ont-ils appris l'élevage? Aujourd'hui, élever des taureaux, des chèvres et d'autres animaux semble tout à fait naturel. Mais dans un passé lointain, c'était une véritable révolution. Les techniques d'agriculture et d'élevage se sont développées à travers le monde lors de migrations massives. Imaginez un petit groupe indigène vivant dans le Sahara vert. Soudain, des milliers d'étrangers maîtrisant les techniques agricoles arrivent d'autres régions. Ils s'emparent des terres, chassent certains habitants, en laissent d'autres rester, imposent leurs propres règles et commencent à cultiver le sol. Leur colonie grandit, puis ils migrent vers une autre zone où ils diffusent à nouveau leur technologie. C'est ainsi que le progrès se développait autrefois. Du moins, c'est ce que pensaient les scientifiques. Bien sûr, lors de ces migrations, différents peuples se mélangeaient, ce qui introduisait une grande diversité dans le code génétique. Mais dans le cas de la tribu de Takachor, il n'y avait aucune diversité. Ils n'ont pas été attaqués, et les migrations à grande échelle ne les ont affectés en rien. Alors la question se pose, comment connaissaient-ils l'élevage? C'est ce qui a surpris les chercheurs. On était convaincus que l'agriculture s'était répandue exclusivement grâce aux migrations massives. Les momies découvertes ont montré aux scientifiques que les gens échangeaient simplement des connaissances et de la culture. Peut-être qu'un voyageur est venu au campement de Takachor, leur a montré comment élever des animaux, puis est reparti. Aucun mélange génétique ne s'est produit. C'est pourquoi ils ont conservé un code génétique distinct et unique. Il est aussi possible que quelqu'un de Takachor ait voyagé ailleurs et soit revenu avec de nouvelles connaissances sur l'élevage. Personne n'a conquis personne. Personne n'a imposé ses connaissances ou ses règles. Autrement dit, ils faisaient ce que font les gens modernes. Ils partageaient leur expérience et leur savoir. Ce petit détail dans le génome des 2 momies montre que le monde antique n'était peut-être pas aussi cruel et dur qu'on l'imaginait. En un sens, le matériel génétique contenu dans ces momies raconte l'histoire de l'évolution du développement technologique et culturel de l'humanité au fil du temps. Mais il y a aussi la situation inverse, quand le développement et le progrès de la civilisation humaine façonnent notre génome. Comment ça? Ça paraît étrange. Est-ce que les micro-ondes affectent notre ADN ou quelque chose comme ça? Non, c'est bien plus grand que ça. Notre ADN a été modifié par le feu. Si on nous observe à travers les yeux de la nature, nous sommes des créatures très étranges à cause de notre relation bizarre avec l'un des éléments les plus dangereux au monde. Mais qu'est-ce que ça a d'étrange? Eh bien, regardez la nature. Vous avez vu comment les gens dans les thrillers sur la vie sauvage effraient les loups et les ours avec le feu? C'est parce que ça peut vraiment marcher, puisque beaucoup d'animaux ont peur du feu et s'en éloignent. Certains lézards apprennent à survivre aux incendies en se cachant dans des buissons déjà brûlés, des endroits où le feu ne reviendra pas. L'évolution a poussé presque tous les êtres vivants à éviter le feu, mais pas les humains. Nous sommes la seule espèce sur la planète qui ne fuit pas le feu, mais l'utilise. Aucun autre animal ne vit sous un risque constant de brûlure. L'évolution n'était pas préparée à cela et a dû rapidement ajuster nos gènes pour correspondre à notre comportement.
La technologie de maîtrise du feu est l'une des plus anciennes au monde. Nous l'avons utilisée pour nous réchauffer dans les climats froids, cuisiner, produire des objets en métal et en céramique, construire des maisons et conquérir des territoires. On met des aliments chauds dans notre bouche et on boit du thé brûlant. Nous sommes les seules créatures sur la planète à mettre volontairement une source de chaleur potentiellement dangereuse dans notre bouche. Et cela dure depuis des milliers d'années. Le feu reste un outil essentiel et pendant tout ce temps, nous nous sommes brûlés. Aucune autre espèce sur Terre ne subit autant de dommages liés au feu que les humains. Et ce n'est pas qu'une question de passé. Encore aujourd'hui, nous côtoyons des cuisinières à gaz allumées, des radiateurs de voitures brûlants et de l'eau bouillante dans les bouilloires et casseroles. Et les équipements dangereux dans les usines? Le danger n'a pas disparu. Chaque personne a sûrement eu un petit accident avec quelque chose d'extrêmement chaud. Je sais que c'est mon cas. Par conséquent, au fil de l'évolution, nous avons développé un génome unique, différent de celui de tout autre être vivant. Quand on touche quelque chose de chaud et que notre corps commence à guérir la partie endommagée, ça semble être une capacité naturelle. Mais cette guérison dépend de mécanismes génétiques spécifiques. Sans eux, même un petit accident pourrait causer de graves problèmes. Le développement de ces adaptations génétiques a été un processus complexe et long, car les changements dans l'ADN ne se font pas rapidement. Pendant que l'humanité s'adaptait au feu, une sélection naturelle intense avait lieu. Certains scientifiques suggèrent même que nous descendons de ceux qui guérissaient des brûlures plus vite que les autres. Bien sûr, les mammifères possèdent aussi des adaptations liées au feu. Des scientifiques étudiant l'ADN des primates ont découvert un ensemble de 94 gènes qui s'activent en réponse aux brûlures. Alors, qu'est-ce qui nous rend différents ? Chez les humains, certains de ces gènes ont évolué bien plus vite et sont devenus beaucoup plus efficaces pour guérir et combattre les bactéries. Alors, on aurait un super pouvoir dont on ne s'était jamais rendu compte. Oui, mais il y a une mauvaise nouvelle. La même réponse immunitaire qui nous permet de guérir rapidement des brûlures peut aussi causer de graves problèmes. Comment est-ce possible ? Eh bien, au lieu d'utiliser des exemples avec de vraies personnes, imaginons un mannequin avec les mêmes adaptations au feu qu'un humain. Quand le mannequin reçoit une petite brûlure, disons d'un radiateur chaud sous un capot de voiture, son système immunitaire déclenche rapidement une inflammation, durant laquelle les cellules immunitaires neutralisent les dégâts. C'est une stratégie de guérison agressive, mais ça fonctionne. Cependant, si le mannequin subit une brûlure sur une grande surface, cette même défense devient dangereuse. Le système immunitaire utilise la même tactique pour les brûlures graves que pour les petites, créant une inflammation massive qui peut mettre la vie en danger. Pourquoi ? Parce que l'évolution a développé une protection contre les petits incidents autour d'un feu de camp, mais pas contre les incendies massifs. Et d'ailleurs, comment les scientifiques expliquent-ils notre attrait pour les sports extrêmes et l'adrénaline ? Que dit notre ADN à ce sujet ? Eh bien, c'est toute une autre histoire. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser.
mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé ? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante.
Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Aï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Aï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Aï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Aï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus.
Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire. Il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories.
Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx, qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient « les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées ». Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la vallée des rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé,
a livré des informations dans une obscure revue Kerot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous. Mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire.
Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés.